Monsieur le Président, chers collègues, cette session se tenant une semaine après les assises nationales des départements de France, permettez-moi en préambule, Monsieur le Président, de saluer l'organisation de ce congrès et l'accueil fait par le Conseil départemental du Lot-et-Garonne, sa présidente, ses élus et évidemment ses agents. Nous les remercions. Nous regrettons que les membres du gouvernement présents sur place, notamment la Première ministre, n'ait fait aucune annonce en faveur des départements et se soit contenté d'opiner face au diagnostic exposé par les présidents de départements. Comme quoi, il n'y a pas tant de changements que ça. Les différents débats qui se sont déroulés dans les tables rondes ont été d'une grande qualité. Ils ont été l'occasion de rappeler que si nous pouvions avoir des combats en commun, il est bien également aussi une approche différente entre les départements de droite et de gauche et pour défendre la démocratie, cela me paraît une bonne chose. Je voudrais revenir sur quelques points qui ont été évoqués à cette occasion. Et notamment, un sujet, vous vous en doutez, qui me tient particulièrement à cœur et qui a été à de nombreuses fois évoqué, ce que l'on appelle les déserts médicaux, que moi j'aurais plutôt tendance à appeler l'accès à la santé des citoyens. Pourquoi ? Face à cette situation désastreuse, que tous les territoires connaissent, urbains comme ruraux. La solution évoquée par le gouvernement ne m'apparaît pas convaincante. Imposer à de jeunes médecins en formation une 4e année d'internat, voire une installation dans certains territoires, ne représente en fait qu'un pansement sur une plaie béante. Ce sont des mesures qui sont injustes pour ces jeunes médecins en devenir. Un petit rappel historique tout de même s'impose. Il est important de se rappeler que dans les années 70 en France, nous formions plus de 10 000 médecins par an. Et à la suite de divers choix politiques, ayant pour ambition de réduire l'offre de soins pour réduire la demande et donc les coûts affiliés, c'était cette croyance de dire moyen de médecin, moyen de prescription, moyen de consommation. On oublie juste un tout petit détail, l'évolution démographique et les malades sont toujours là. Nous sommes descendus dans la pire des périodes, que je connais bien, début des années 90, à moins de 4 000 médecins formés par an. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes encore inférieurs au nombre de 10 000 des années 70. Si on y associe la loi HPST, Hôpital Patient Santé Territoire, associée à la T2A, qui a eu pour effet, sur le long terme, d'assécher la présence hospitalière sur les territoires en créant une concurrence hospitalière avec des centres hyper absorbants, régionaux, des CHU qui ont vidé sur le territoire les capacités hospitalières. L'ensemble de ces éléments, les réseaux absents, la capacité des médecins à s'installer à proximité des ressources, donc qui diminuent leur installation loin de ces grands centres, tous ces éléments-là sont à tenir en compte et une simple réponse en disant réinstallation de médecins sur l'ensemble du territoire n'est bien évidemment pas suffisant. Il est indispensable de modifier les politiques menées dans le domaine de la santé depuis plus de 50 ans. Il faut aujourd'hui envisager un service public hospitalier de la santé de façon très importante. Je pense que c'est maintenant qu'il faut y réfléchir pour pouvoir avoir une réponse dans les années à venir. Et encore, il avait été évoqué l'incitation à l'installation des médecins. Vous savez que le financement par les départements, des maisons de santé, voire le salariat des médecins, comme ça a été fait dans certains départements, si ces solutions à court terme peuvent répondre à une problématique, il est évidemment elles doivent rester exceptionnelles. On peut imaginer que des médecins s'installent de cette manière-là, mais ce n'est pas encore une fois au département de porter la charge de la réponse de santé sur l'ensemble du territoire. L'État doit prendre son rôle dans ces dispositifs. Les finances du département, vous l'avez rappelé, sont déjà sollicitées en première ligne sur de nombreux sujets. Ce n'est pas encore la peine d'en rajouter, l'État doit venir en complément, c'est très important. Donc, on en vient de ce fait aux finances des conseils départementaux. Partout en France, c'est un sujet qui a été largement abordé lors de ces assises. Et également, vous l'avez abordé lors de cette assemblée. Je crois que nous pouvons être d'accord sur certains points. Je pense même que nous avons intérêt, sur un tel sujet, à être d'accord sur ces points. Ensemble, le même discours face au gouvernement, c'est un vœu que nous dépenserons dans ce sens tout à l'heure concernant justement les finances du département. Je serai clair,
le gouvernement ne peut pas venir à Agen remercier les départements pour tout le travail réalisé localement, redire l'importance de la décentralisation et dans le même temps présenter une loi de programmation budgétaire pour les 5 années à venir qui contraignent les départements à baisser leurs dépenses de fonctionnement de 0,5% par an. Ce n'est pas entendable à l'heure où nous sommes en première ligne face à la hausse du coût de la vie, d'une part, et que nous nous voyons imposer par ce même gouvernement une hausse des dépenses de l'autre part. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Monsieur le Président. Nous présentons donc un vœu rappelant l'importance de l'action des départements dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui et la nécessité de disposer de finances stables, pérennes et dynamiques pour l'avenir. J'espère d'ailleurs que nous aurons accord sur ce sujet, que votre majorité se joindra à nous sur ce texte. Un autre sujet, et vous l'avez abordé tout à l'heure, et on aura un rapport qui le concerne, qui a été longuement abordé pendant les assises, est celui du service départemental d'incendie et de secours, le SDIS. Vous l'avez rappelé, les événements tragiques de cet été, les évolutions climatiques, les perspectives à venir, ont très probablement vocation à se reproduire, voire même à s'amplifier partout sur le territoire. On a mis en évidence le travail remarquable réalisé par les sapeurs-pompiers, volontaires comme professionnels, leur engagement et leur esprit de sacrifice au service de la solidarité nationale. Mais ils ont également démontré que le fonctionnement de la sécurité civile en France pouvait grandement être amélioré, et notamment sur une question fondamentale, celle des financements des SDIS. Vous l'avez dit, un rapport a été remis suite à la mission Flash Incendie au gouvernement avec des propositions. Le Sénat, je crois, va lui-même mener une mission parlementaire. Le ministère de l'Intérieur mène son enquête de son côté. Autant de propositions qui ne seront efficaces que si la loi change sur le financement des SDIS, car pas de nouvelles solutions sans moyens supplémentaires. Des éléments importants, comme par exemple auxquels nous sommes favorables, c'est la hausse de la part de TSCA reversée au département pour le financement des SDIS. Et j'insiste sur ce point. Vous vous souvenez, le président Mesquida l'a rappelé, l'engagement et le travail des sapeurs-pompiers fait économiser suffisamment d'argent aux assureurs pour que ceux-ci participent à la solidarité nationale. Pour ceux qui n'étaient pas présents aux assises, je rappelle qu'il a été estimé que l'intervention des sapeurs-pompiers sur un seul incendie dans un secteur d'habitation a généré une économie potentielle sur les assurances de plus de 360 millions d'euros. Vous voyez donc qu'il est nécessaire d'envisager. Alors, c'est toujours difficile. C'est comme tout ce qu'on n'a pas dépensé, c'est difficile de savoir ce que ça nous aurait coûté et on préfère pas en parler. Mais on peut projeter les coûts potentiels sans intervention et une partie de ces coûts servant dans le domaine de la prévention et de la gestion pour le financement. Et enfin, on va parler aussi du statut des sapeurs-pompiers volontaires qui n'est pas à la hauteur des risques encourus par eux, pas à la hauteur de leur engagement et de leur dévouement pour le service public. Et mon collègue Christophe Lucan présentera un vœu en ce sens qui, à mon avis, fera l'unanimité. Quand vous parlez de la solidarité nationale et que les SDIS sont allés aider un peu partout, le SDIS 21 est allé se déporter partout. Il faut comprendre, et vous l'avez dit, que les employeurs ont fait des efforts parce qu'il faut rappeler que c'est sur la base du volontariat, que ces pompiers volontaires prennent sur leur temps libre, sur leur congé, et qu'aujourd'hui une organisation qui ferait intervenir les moyens professionnels n'a pas été mise en place. Donc à réfléchir sur qui finance quoi et comment et qui peut intervenir. Je viens ensuite aux sujets qui seront évoqués lors de la session de ce jour. Sur le plan Marshall, que le nouveau président de la 6e commission présentera dans quelques minutes, je crois, il nous est apparu que vous avez modifié le dispositif de l'appel à projet de transition écologique, alors même que le rapport sur les grandes orientations du plan présenté en juin dernier prévoyait son maintien. Nous déposerons donc un amendement pour sa réhabilitation. Sur le sujet de la deuxième décision modificative du budget, celle-ci est habituellement plus technique que politique. Cette année, les hausses sans précédent des dépenses, et heureusement, pour l'instant, des recettes, puisque les DMTO avaient de nouveau été sous-estimés cette année, pas sur Salur, illustrent bien la problématique des finances départementales que j'ai évoquée précédemment. Dans la mesure où cette DM se situe dans la continuité du budget primitif, contre lequel nous avons voté
contre. Oui, on a voté contre le budget, hein, c'est pas la peine de le rappeler. Vous ne serez pas surpris de savoir que nous nous abstiendrons sur ces rapports. Et nous aurons l'occasion, à la présentation de chacun de ces rapports, de vous le présenter. Je vous remercie.